monsieur, bonsoir. Bienvenue au 19h de ce 19 janvier. À la une de l'actualité, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion exceptionnelle pour évaluer la situation épidémiologique dans le pays en présence des membres de la commission du comité scientifique chargé du suivi de l'évolution de cette situation. Le Premier ministre, ministre des Finances, le directeur de cabinet à la présidence de la République, des membres du gouvernement et des responsables des services de sécurité. Justement, les contaminations ont doublé en une semaine. Plus de 1300 cas enregistrés ces dernières 24 heures. Les services de santé sous tension, immersion dans le service de réanimation de l'hôpital de Tipaza. Les personnels dépassés appellent à la vaccination. Un 19 janvier, il y a 41 ans, 52 otages américains ont été libérés grâce à la médiation algérienne. Retour sur le rôle déterminant qu'a joué la diplomatie algérienne à l'époque. L'huile d'olive, un produit qui ne manque pas dans nos cuisines. La filière oléicole est en pleine expansion. Un dossier y est consacré dans cette édition. Enfin, du sport, Coupe d'Afrique des Nations. La sélection algérienne joue demain le match de la dernière chance face à la Côte d'Ivoire. Pour le sélectionneur national, les Verts tenteront le tout pour le tout. Nous ferons le point avec notre envoyé spécial à Douala. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Je vous le disais en titre, le président de la République, Ahmed Tebboune, a présidé aujourd'hui une réunion exceptionnelle pour évaluer la situation épidémiologique dans le pays en présence des membres du comité scientifique chargé du suivi de l'évolution de la situation, le Premier ministre, ministre des Finances, Ayman Ben Abdelrahman, et du directeur de cabinet de la présidence de la République, des membres du gouvernement et des responsables des services de sécurité. Après une discussion approfondie sur le développement de la situation épidémiologique, des mesures préventives à observer, il a été constaté à l'unanimité que la situation épidémiologique dans notre pays est maîtrisée jusqu'à présent, en dépit de la propagation rapide des cas atteints du Covid-19, notamment en milieu scolaire. Pour cela, il a été décidé ce qui suit: la suspension des cours pendant 10 jours au niveau des 3 paliers scolaires, primaire, moyen et secondaire, à compter de jeudi demain, le 20 janvier. En ce qui concerne la fermeture des universités, cette décision revient aux responsables des institutions et des centres universitaires, en tenant compte du calendrier des examens et la possibilité de les reprogrammer. Lors de cette réunion, il a été affirmé que la vaccination demeure le seul moyen d'atteindre l'immunité collective, d'autant que 94% des cas de décès n'ont pas été vaccinés. Et l'accent a été mis également sur l'impératif de respecter toutes les mesures préventives dans tous les espaces commerciaux, les structures publiques. Des sanctions fermes seront prises à l'encontre de tout contrevenant, y compris au niveau des moyens de transport en commun. Il a été également observé que certains vols à destination d'Algérie ont enregistré un grand nombre de cas, ce qui requiert le renforcement du contrôle à travers la diminution du nombre des vols si nécessaire. Au terme de la réunion du président de la République, le président de la République a donné des instructions au Premier ministre, ministre des Finances, ainsi qu'au ministre de la Santé afin d'assurer les quantités suffisantes de tests Covid-19. Et justement, un important dans des contaminations au Covid-19, le nombre de cas a doublé en une semaine. 1359 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 576 guérisons et 8 décès enregistrés ces dernières 24 heures selon le ministère de la Santé. Les spécialistes du domaine appellent à la vigilance et au respect des mesures de prévention sanitaire, notamment le port du masque obligatoire, je le rappelle, dans l'espace public. Je rappelle également que le vaccin est disponible et gratuit. Il s'agit du seul moyen efficace de lutte contre la propagation du Covid-19. Et beaucoup de services Covid-19, mais aussi de services de réanimation sont sous tension. Certains sont saturés même. On vous propose ce soir une immersion dans la réanimation de l'hôpital de Tipaza. Les personnels de l'établissement débordés appellent à la vaccination. Camélia Mellel.
Nous sommes dans le service de réanimation de l'hôpital de Tipaza. Ici, la tension est palpable avec des patients intubés, ventilés et des soignants au bord de l'épuisement. J'étais dans un état critique, j'allais pratiquement mourir. Mais maintenant, alhamdoulilah, je crois que le pire est passé. Je conseille tout le monde de faire attention pour préserver sa santé. Elle est précieuse. Le rythme des contaminations au Covid-19 ne faiblit pas. Passé la vague du variant Delta, les services de réanimation s'interrogent. Quel sera l'impact réel de celle d'Omicron? On reçoit encore des cas graves. C'est pour cela que je veux lancer un appel aux Algériens. Respectez les mesures barrières, lavez-vous les mains et respectez la distanciation physique. القواعد والبروتوكول الصحي 12 سرير اللي خصناها بالمجمل تاعها لاستشفاء لانعاش كورونا. Les 12 lits du service de soins intensifs sont occupés par des patients Covid. Nous nous sommes retrouvés dans l'obligation de réquisitionner tous les lits du service de médecine interne pour recevoir les malades Covid positifs. La plupart d'entre eux ne sont pas vaccinés d'ailleurs. Alors, je vous conseille de prendre vos précautions et allez vous faire vacciner. C'est le meilleur moyen de se protéger et protéger son entourage. الكمامة، الجل، التباعد وفوق هذا يلزم يلقحوا. Et face à cette hausse des cas positifs de Covid-19 observés durant ces dernières semaines, il est impératif de rester vigilant et de respecter le protocole sanitaire et de se faire vacciner pour limiter la propagation du virus et de ses variants. Éviter les regroupements et le contact direct le plus possible. L'idéal en cette période de pandémie, le recours aux plateformes de mise en relation médicale. Une solution possible, on vous présente ce soir l'un des nombreux sites pour la prise de rendez-vous notamment. Reportage de Walid Yousfi. À l'ère du numérique, plus besoin de se déplacer pour prendre un rendez-vous chez le médecin. Araja a mis au point un site internet dédié aux prises de rendez-vous médicales qui consiste en une plateforme permettant aux patients d'accéder à un répertoire étoffé de médecins, toutes catégories confondues, sans avoir à se déplacer pour prendre un rendez-vous. Il y a un espace qui est dédié pour les patients et un espace qui est dédié pour les professionnels de la santé. Quand je dis professionnels de la santé, donc c'est les cabinets médicaux, les cabinets de dentistes, les salles de soins, les laboratoires d'analyse médicale, les centres d'imagerie, donc tous ceux qui sont installés et qui peuvent travailler sur rendez-vous peuvent avoir accès à cette plateforme. Elle est totalement sécurisée. Donc le patient, il va faire sa recherche par spécialité ou par nom de médecin, par wilaya. Donc nous n'avons plus besoin d'aller et d'attendre toute une journée au sein d'un cabinet médical pour passer un quart d'heure en consultation. En quelques clics seulement, Lina a pu trouver un rendez-vous chez un spécialiste près de chez elle. Un geste simple et gratuit qui facilite la vie aussi bien aux patients qu'aux professionnels de la santé. On est à l'ère du numérique et il est hors de question que les gens qu'il y ait une file d'attente interminable au niveau des salles d'attente. Ça permet aux médecins de mieux s'organiser et ça permet aux patients de ne pas perdre du temps aussi, de prendre un rendez-vous en ligne, de se présenter et de passer directement en consultation. J'ai pu prendre mon rendez-vous en ligne. Donc par internet. J'ai ouvert mon compte, je me suis inscrite, j'ai pu faire ma recherche et puis j'ai choisi le médecin dans lequel je voulais faire donc ma consultation. Et en quelques clics, donc j'ai pu avoir mon rendez-vous sans avoir besoin de se déplacer très tôt le matin. Parfois, on est obligé de quitter son travail toute la journée, de devoir confier ses enfants, de se déplacer de wilaya en wilaya. Donc moi, je pense que cette plateforme va beaucoup aider le citoyen dans sa prise de rendez-vous. Ça va leur permettre de gagner du temps, d'éviter un peu aussi les risques de contamination des salles combles, surtout en ce moment avec le problème de la Covid. Une application sera prochainement disponible sur mobile. Les utilisateurs pourront envoyer leurs dossiers médicaux, recevoir des prescriptions et même avoir des consultations en ligne, le tout depuis leur domicile.
Dans l'actualité, le Premier ministre, ministre des Finances Ayman Ben Abdelrahman a présidé par visioconférence une réunion du gouvernement consacrée au secteur de la culture et des arts, de la santé, de la pêche et des produits halieutiques. Tout d'abord, un projet de décret exécutif fixant les conditions et les modalités d'exercice de l'activité de promoteur de spectacles culturels et artistiques. Ce projet de texte vise notamment la simplification des procédures administratives, l'introduction de méthodes de contrôle du respect de la réglementation, de la législation en vigueur par le promoteur de spectacle et de l'augmentation de la durée d'exploitation de la licence de promoteur de spectacle qui passe de 3 ans à 5 ans. Dans le domaine de la santé, un projet de décret exécutif fixant l'organisation et le fonctionnement de la commission de santé mentale de la wilaya a été passé en revue. Cette commission est chargée d'examiner et de se prononcer sur toute requête émanant du wali territorialement compétent, du médecin psychiatre de l'établissement psychiatrique, du malade ou de son représentant légal concernant l'hospitalisation, le maintien ou la sortie du malade atteint de troubles mentaux. Aussi, ce texte qui consacre la décentralisation et la simplification des procédures prévoit que la commission soit présidée par un magistrat de la Cour et composée d'un représentant du wali, de 2 médecins spécialistes en psychiatrie et d'un représentant d'une association de malades. Dans le domaine de la pêche et des produits halieutiques, une communication a été présentée sur l'extension de la construction navale sur le littoral et les résultats des travaux du comité interministériel mis en place suite aux instructions du président de la République lors du Conseil des ministres du 21 novembre 2021. Le chef de l'État avait ordonné de prendre en charge les demandes de foncier déposées par les sociétés de construction et de des réparations navales. Il a donc été recensé à ce jour 37 demandes de foncier introduites au niveau central et local, dont 15 ont déjà reçu l'accord pour l'affectation du foncier sollicité. Par ailleurs, 12 conventions ont été conclues entre l'entreprise de gestion des ports de pêche et les opérateurs concernés pour la construction des navires de pêche de plus de 35 mètres. Pas moins de 11 demandes ont également obtenu des accords de principe pour l'affectation d'assiettes au niveau des zones d'activité situées à proximité du littoral et 11 autres seront prises en charge dès la finalisation de l'opération d'identification du foncier à affecter. Voilà pour cette réunion du gouvernement. Une conférence de presse également aujourd'hui du président de l'autorité nationale indépendante des élections, Mohamed Chorfi, est revenu sur les préparatifs pour le renouvellement partiel des membres du Conseil de la Nation et l'élection des représentants des wilayas prévus en février prochain. Chorfi a révélé que plus de 600 dossiers ont été retirés pour 503 candidats potentiels. 22 partis politiques sont représentés. Le retrait des dossiers de candidature sera clôturé le 16 janvier à minuit. Je vous invite à écouter le président de l'autorité nationale indépendante des élections. قلنا 603 ملفات ترشح سحبت أودع منها 503. En ce qui concerne les dossiers de candidature, au total, 603 formulaires ont été retirés, dont seulement 503 ont été déposés. 416 ont été acceptés et 31 rejetés. Pour l'heure, 56 dossiers de candidature sont en cours d'étude. Nous devons également aborder les éventuels changements de liste. D'ailleurs, 13 changements ont déjà eu lieu. 9 pour des démissions, 3 autres pour des décès, alors qu'un dernier cas a été traduit en justice, ce qui constitue un empêchement légal. Ces cas nous permettent de recourir à l'article 225 du Code électoral pour effectuer le changement. Cette déclaration, le secrétaire général adjoint de la Ligue des États arabes, Hossam Zeki, a affirmé l'entière disponibilité de l'Algérie à abriter le prochain sommet de la Ligue arabe. Déclaration faite ce matin lors d'une conférence de presse au ministère des Affaires étrangères. À l'issue de sa visite dans le pays, il était accompagné d'une importante délégation qui a fait le point justement sur les préparatifs du sommet de la Ligue arabe. Je vous invite à l'écouter. L'Algérie a mobilisé des moyens importants pour la réussite du prochain sommet arabe. Les membres de notre délégation étaient ravis de constater l'avancement des préparatifs en prévision de ce sommet. Pour sa part, la partie algérienne nous a rassurés quant à son entière disponibilité à mettre tous les moyens à notre disposition.
على ما هو مطلوب والإمكانيات كلها موضوعة تحت تصرفنا. L'envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb, l'ambassadeur Amar Belani, s'est entretenu ce mercredi avec l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Staffan de Mistura, qui effectue une visite de travail en Algérie au terme de sa première tournée dans la région. Au cours de cet entretien, l'envoyé personnel a présenté en termes généraux les contours de son mandat visant à relancer le processus politique qui se trouve dans l'impasse en raison de l'intransigeance de la partie marocaine qui ne cesse de multiplier les entraves et les conditions rédhibitoires en vue de perpétuer le fait accompli colonial. Et à propos de diplomatie, un 19 janvier, il y a 41 ans, 52 otages américains ont été libérés grâce à la médiation algérienne. Le rôle qu'a joué la diplomatie algérienne à l'époque a été déterminant. Retour sur les faits avec Saïda Mayouf. Ce sont là les images ayant marqué la fin d'une longue opération de prise d'otages. Les faits se sont déroulés un certain 19 janvier 1981 où 52 otages américains ont été détenus à Téhéran, la capitale iranienne, 444 jours durant. Leur libération s'est effectuée grâce à une médiation algérienne, preuve probante de la force de sa diplomatie et sa capacité infaillible à négocier. L'affaire avait débuté le 6 novembre 1979, près de 9 mois après que Mohamed Rida Pahlavi soit déchu et la prise du pouvoir par Khomeini. Suite à cela, des étudiants en colère ont investi le siège de l'ambassade américaine à Téhéran. Leur principale revendication, présenter le chef devant le tribunal et restituer l'argent après que le chef soit reçu aux États-Unis d'Amérique par le président Jimmy Carter afin de recevoir les soins contre le cancer. Ce jour-là, les otages sont apparus à travers des photographies yeux bandés et ce devant l'opinion publique. À cette époque, ni les efforts diplomatiques, ni les sanctions imposées à l'Iran n'ont été fructueuses. Encore moins l'opération militaire américaine Griffe-Aigle, où 8 soldats américains ont péri lors du crash de leur hélicoptère durant une tempête de sable. La médiation algérienne intervenue en novembre 1980 a posé 2 conditions principales, à savoir la totale confiance en la démarche proposée par l'Algérie et l'application des résolutions émanant des négociations. Était présent à ces négociations du côté américain Warren Christopher, secrétaire d'État adjoint pour les affaires étrangères, et Behzad Nabawi, vice-premier ministre iranien à cette époque. Le défunt Mohamed Sadiq Ben Yahya, à cette époque ministre des Affaires étrangères, avait dirigé des négociations délicates dans une conjoncture où le monde entier avait besoin d'éviter une guerre aux conséquences dramatiques. Ceci a été rapporté par l'ambassadeur algérien aux États-Unis d'Amérique, Rida Malek, qui a indiqué qu'à l'époque, nous étions en guerre contre l'occupant français, mais on tenait à préserver la dignité du peuple français. Et par conséquent, il ne fallait pas impliquer les peuples iraniens et américains dans de telles affaires. Le 19 janvier 1981, l'avion d'Air Algérie est arrivé en provenance de Téhéran. À son bord, tous les otages libérés. Le président américain a remercié l'Algérie pour le dénouement de cette affaire en toute parité entre les deux parties. Des valeurs propres à l'Algérie et des positions fermes par toutes les époques que celle d'être aux côtés des causes justes et de prôner inlassablement la paix à travers le monde. Faire de 2022 l'année de l'économie via notamment la relance de l'industrie, volonté du président de la République, une des importantes décisions du chef de l'État dans ce sens, mandater le médiateur de la République pour suivre les dossiers des projets d'investissement en suspens. Ibrahim Merad a pour mission de lever les entraves devant les entreprises prêtes à l'activité. Badia Amarni. C'est un intérêt particulier qu'accorde le président de la République, Abdelmajid Tebboune, au dégel des projets économiques en souffrance. Des instructions ont d'ailleurs été données au médiateur de la République, Brahim Merad, pour être à l'écoute et accompagner les investisseurs
aux fins de lever toutes les contraintes qui jusque-là ont bloqué des centaines, voire plus, de projets à travers tout le territoire national. Pour un suivi minutieux de ce dossier, le médiateur de la République est tenu de présenter au président de la République un rapport détaillé à chaque Conseil des ministres pour le mettre au courant de l'évolution de la situation de ces projets. Des projets dont la concrétisation est à portée socio-économique vu le nombre d'emplois et de la richesse qui en découleront. Le premier magistrat du pays qui a fait sien le défi de l'affranchissement de l'économie nationale de la rente pétrolière a donné le ton. L'année 2022 sera une année éminemment économique. Ces projets sont justement susceptibles de donner un coup de pied dans la fourmilière. C'est ce à quoi œuvre la médiation de la République à travers ses différents représentants sur tout le territoire national. Des entraves et des difficultés rencontrées au niveau des administrations publiques ont bloqué bon nombre de projets dont certains n'ont jamais pu aboutir. D'autres ont été réalisés mais n'arrivent pas à démarrer leur activité et d'autres encore sont achevés à 100% avec un matériel installé et qui risquent des pannes faute de ne jamais fonctionner. Ces chefs d'entreprise dont les appels de détresse ont pourtant été multiples, mais vains auparavant, commencent à reprendre confiance et voir le bout du tunnel. La machine est enclenchée, des résultats concrets commencent à apparaître sur le terrain et certains opérateurs économiques ont réussi à lancer leurs activités ou à les relancer pour certains. Et ce n'est pas fini. Une guerre implacable à la bureaucratie est engagée et une dynamique qui verra entrer en activité bien d'autres projets pour peu que le patriotisme économique tant prôné par le président de la République anime tous les acteurs sur le terrain. Beaucoup de projets en difficulté ont pu se lancer ou reprendre leur activité grâce aux autorisations d'exploitation temporaires accordées par les autorités à Boumerdès. Plus de 16 entreprises en ont bénéficié. Des dossiers présentés et traités par le médiateur de la République, Badira Mardi. Après de longues années de difficultés, les opérateurs économiques de la wilaya de Boumerdès commencent à voir le bout du tunnel. Le délégué du médiateur de la République a réussi à lever les contraintes sur des projets dont certains sont en attente depuis plus de 20 ans. C'est le cas de cet investisseur dont le projet n'a pu voir le jour que grâce aux efforts du délégué du médiateur de la République. Depuis 2017, que mon dossier est en train de souffrir. Il m'a reçu le wali de la wilaya après l'intervention qu'ils ont fait le médiateur. Comme cet investisseur, de nombreux autres opérateurs économiques ont été freinés par des entraves administratives et bureaucratiques. Des investisseurs qui veulent pourtant participer au développement économique du pays. Achever mon investissement, ça fait presque 3 ans et demi. Et on n'a pas pu commencer parce qu'il y avait trop de difficultés. On peut dire un grand saut parce qu'on a eu ce qu'on voulait avant, les papiers et surtout l'autorisation d'exploitation. Nous avons une usine qui a été installée en 1990. Après 10 années de production, nous avons pensé à faire l'extension jusqu'à 2015. Qu'on a pu régler le problème de l'arrêter pour faire l'extension. Nous n'avons pas pu résoudre le problème de l'acte de concession. Nous avons un espoir, bien sûr, nous avons un espoir d'avoir cet acte de concession où on prévoit 100 emplois pour démarrer l'unité. Cela fait 4 ans que j'ai mis en place mon usine. Nous avons réalisé ce projet après beaucoup de difficultés. Aujourd'hui, alhamdoulilah, grâce à l'intervention du président de la République, nous venons de recevoir notre autorisation d'exploitation. Animé par la volonté de voir les projets aboutir au niveau de la wilaya de Boumerdès, le délégué régional de la médiation de la République accompagne les investisseurs pour qu'ils puissent démarrer leurs activités. Si notre existence est là, c'est parce que effectivement, le président de la République a remarqué qu'il y a quand même des blocages administratifs et des blocages bureaucratiques. Effectivement, depuis le discours du président de la République et selon ses orientations, beaucoup d'investisseurs se sont adressés à notre institution. Nous sommes actuellement autour d'une trentaine d'entreprises dont le processus de règlement soit il a été finalisé, soit en cours de finalisation
du processus donc, de démarrage et qui ont bénéficié des permis d'exploitation au niveau de notre wilaya. Notre délégation elle est chargée de recevoir les doléances des citoyens, que ce soit des citoyens moraux ou des citoyens pour leurs problèmes qui se trouvent au niveau des administrations publiques. Donc ça nous arrive de recevoir jusqu'à 80 personnes par jour. Grâce aux orientations du président de la République, Abdelmajid Tebboune, qui a insisté sur la relance économique, les délégués du médiateur de la République suivent de très près les projets en souffrance à travers les différentes wilayas du pays. Et votre émission hebdomadaire Question d'Actu recevra ce soir Ibrahim Merad, le médiateur de la République. Il évoquera notamment les détails de sa mission, la mission pour laquelle il a été mandaté par le président de la République et la relance des projets gelés. Ce sera à partir de 21h. On va parler de la culture de l'olive et la fabrication d'huile d'olive. L'exemple à Sétif où la campagne bat son plein. Notre reporter nous emmène à Ain Azel à la découverte d'une huilerie. Elle draine depuis son ouverture la matière première des agriculteurs de la région. Saïda Mayouf. À Ain Azel, à 50 km de la ville de Sétif et au lieu dit Ta'alla, cette huilerie créée en 2016 tourne en ce moment à plein régime de jour comme de nuit afin de satisfaire la grande demande en trituration de tous les sacs pleins d'olives qui jonchent le sol aux alentours de l'unité et qui n'ont de cesse d'arriver depuis le lancement de la cueillette en automne dernier. La machine tourne 24 heures sur 24. Nous transformons jusqu'à 300 quintaux d'olives par jour pour un rendement de 20 litres par quintal d'huile d'olive. Mais à partir du 1er janvier, on arrive à atteindre jusqu'à 30 litres par quintal. L'exploitation couvre une superficie de 210 hectares, dont 70 hectares sont dédiés à l'oléiculture. C'est une unité financée par crédit bancaire avec un don de 5000 oliviers de soutien de wilaya. Pour les oléiculteurs de cette région rurale du sud de Sétif, cette huilerie est une aubaine, leur évitant le tracas des déplacements sur plusieurs kilomètres afin de transformer leurs olives. On est vraiment soulagés. Auparavant, on partait très loin pour la transformation. Ça nous prenait beaucoup de temps. Aujourd'hui, c'est un gain de temps et d'argent. Je viens de Baïdabourg. Cette unité nous a rapproché les distances. On partait à Ngaouès, à Batna ou encore en Kabylie. On restait jusqu'à 15 jours pour la transformation. C'était très pénible. Mais aujourd'hui, la trituration se fait le jour même. C'est un vrai bonheur. L'oléiculture a tendance à se généraliser par là. Moi, je suis versée dans la céréaliculture et l'élevage bovin, mais ces dernières années, je me suis tournée vers l'olivier afin de récolter une excellente huile d'olive. Cette huilerie est tombée à peine nommée afin de conforter les autres existantes déjà dans la région, une manière de répondre aux attentes des oléiculteurs. La wilaya de Sétif compte 64 huileries, dont 34 traditionnelles, 14 semi-automatiques et 16 automatiques, qui couvrent une superficie de 28 000 hectares d'oléiculture. On aura une estimation de la production qui dépassera les 200 000 quintaux, avec un rendement moyen de 22 litres par quintal. Comme l'olivier est un héritage à perpétuer, Hadj Ayesh est depuis quelques années déjà à cultiver son propre verger oléicole, car l'olive est au-delà d'être un fruit à cueillir, elle demeurera à jamais une tradition et une culture. Et à propos de tradition, Skikda en veille à la culture traditionnelle de l'olive, une spécialité de la localité de Tofra où El Hadj Barkahoum, on veille à perpétuer cette tradition. Reportage de Smaïl Belqaïdia. Ni le poids des ans ni la pluie n'ont jamais pu décourager El Hadj Barkahoum qui récolte et entretient ses oliviers, plus de 500 arbres qu'elle a plantés avec amour, voire une certaine sacralité vouée à cet arbre.
On creuse la terre pour pouvoir planter l'olivier en mettant autour des raquettes de figues de Barbarie afin que l'arbre puisse se nourrir sans être arrosé. C'est notre agriculture. Aux abords de l'huilerie traditionnelle de la localité de Tafra, dans la wilaya de Skikda, il y a foule, mais chacun attend son tour patiemment pour transformer sa récolte d'olives en précieux liquide. Les agriculteurs ramènent les olives et les mettent ici en toute confiance et sécurité. Ceux qui veulent assister sont les bienvenus, mais ceux qui veulent partir sont rassurés pour leur récolte. Ceux qui ne peuvent payer, nous attendons jusqu'à ce qu'ils vendent l'huile, et ceux qui veulent nous la laisser, nous sommes preneurs. Au sortir de l'huilerie, les familles nécessiteuses ne sont pas oubliées à la faveur d'une grande opération de solidarité. Les habitants préconisent la distribution d'une partie, 1/10 de leur récolte, au profit des nécessiteux en suivant les préceptes de l'islam qui préconisent la zakat au profit des démunis. L'huile d'olive fait partie du quotidien des habitants de cette localité, notamment les habitudes culinaires pour confectionner les plats traditionnels. Ce bilan du ministère de la Défense nationale, entre le 12 et le 18 janvier, des opérations distinctes des unités de l'ANP ont permis d'arrêter 7 éléments de soutien aux groupes terroristes et 16 narcotrafiquants, en plus de la saisie de grandes quantités de drogue. Des résultats qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos forces armées. Méliam Damis. Dans le cadre de la lutte antiterroriste, des détachements de l'armée nationale populaire ont arrêté 7 éléments de soutien aux groupes terroristes dans des opérations distinctes à travers le territoire national, tandis qu'un autre détachement de l'ANP a découvert et détruit 6 casemates pour terroristes lors d'une opération de recherche et de fouille à Skikda. Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et en continuité des efforts intenses visant à contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l'armée nationale populaire ont arrêté en coordination avec les différents services de sécurité au niveau des territoires des 2e et 3e régions militaires 16 narcotrafiquants et ont déjoué des tentatives d'introduction des quantités de drogue à travers les frontières avec le Maroc, s'élevant à 2 quintaux et 32 kg de kiff traité et 556 grammes de cocaïne, tandis que 51 autres narcotrafiquants ont été arrêtés et 67,5 kg de la même substance et 357 623 comprimés psychotropes ont été saisis lors de diverses opérations exécutées à travers les autres régions militaires. Par ailleurs, des détachements de l'armée nationale populaire ont intercepté à Tamnaraset, Angizem, Boujbadji Mokhtar et Janet 214 individus et saisi 32 véhicules, 255 groupes électrogènes, 168 marteaux-piqueurs, 6 détecteurs de métaux, des quantités d'explosifs, des outils de détonation et d'autres équipements utilisés dans des opérations d'orpaillage illicite, ainsi que 50 tonnes de mélange d'or brut et de pierre, alors que 42 tonnes de denrées alimentaires destinées à la contrebande et 35 700 unités de tabac ont été saisies à Adrar, Angizem, Ouergla, El Oued et Biskra. De même, les gardes frontières ont déjoué des tentatives de contrebande de grandes quantités de carburant s'élevant à 11 866 litres à Adrar, Tebessa, Ataraf et Soukahras. Dans un autre contexte, les gardes-côtes ont déjoué au niveau de nos côtes nationales des tentatives d'immigration clandestine et ont procédé au sauvetage de 111 individus à bord d'embarcations de construction artisanale, alors que 58 migrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Janet et Tebessa. Et la visite du secrétaire général de l'ONU, Staffan de Mistura, dans les camps des réfugiés a mis à nu la propagande mensongère du Maroc auprès de la communauté internationale sur la situation des réfugiés sahraouis, a déclaré El-Béchir Mustafa Sayed, membre du secrétariat national du Front Polisario, ministre conseiller auprès de la présidence de la République arabe sahraoui et démocratique. Pour le responsable sahraoui, il est primordial que Staffan de Mistura visite à la fois les territoires sahraouis occupés et les territoires sahraouis libérés pour y constater le vécu des Sahraouis et avoir ainsi une vision globale de la réalité du conflit au Sahara occidental, permettant de définir le processus de règlement et la forme du dialogue entre les deux parties au conflit.
Et le président de la coordination européenne pour le soutien et la solidarité avec le peuple sahraoui, le COCO, a indiqué que le peuple marocain devrait s'interroger sur les vrais bénéficiaires des accords commerciaux Union européenne-Maroc, incluant le Sahara occidental occupé. Intervenant lors d'une émission, l'émission Investigue Action sur les réseaux sociaux, Pierre Galland a déclaré qu'aujourd'hui le peuple marocain ne gagne rien dans cette guerre contre le Front Polisario, assurant que les bénéficiaires de l'exploitation illégale des ressources naturelles sahraouis sont pour le roi et certaines grosses fortunes marocaines. Une nouvelle opération espagnole a permis le démantèlement d'une organisation qui introduisait de grandes quantités de drogue le long de la côte de Huelva. 17 arrestations et plus de 2700 kg de hashish saisis. Selon des médias locaux, l'organisation utilisait des bateaux de plaisance. Et on termine avec du sport. Coupe d'Afrique des Nations, la sélection algérienne joue demain le match de la dernière chance face à la Côte d'Ivoire. Rencontre prévue à 17h au stade de Djapoma pour le sélectionneur national qui a animé une conférence de presse aujourd'hui. Les Verts tenteront le tout pour le tout. Mortal Hamadi. Fidèle à sa réputation, le coach national Djamel Belmadi ne laisse planer aucun doute et compte bien saisir cette dernière chance de qualification au second tour en allant chercher ni plus ni moins une victoire face à la Côte d'Ivoire. Lors de la conférence de presse d'avant-match, sa détermination était palpable. Ça ne tient pas à grand-chose. Bien sûr, on a ثقة في نفسنا. عندي ثقة 100% في اللاعبين. هذه حاجة باينة. ولكن لازم نجمو نهضروا صباح الليل المهم في الملعب. لازم نبينوا هذا الشيء. لازم نبينوا بلي عندنا ثقة في نفسنا و بو امبورت ليكيب اللي تجي قدامنا لازمنا نربحوا. حاجة هذه على بالنا ون كونسيونس دو سا. ان شاء الله غدوة ان شاء الله نبينوا كاع هذا الشيء. Même son de cloche, c'est le capitaine Riyad Mahrez qui compte sur ses coéquipiers pour vaincre le Sine indien et ainsi débloquer le compteur-but. C'est vrai qu'il y a des moments difficiles des fois, mais je pense que notre équipe a beaucoup de qualité. On a montré auparavant et durant une très très longue période que on savait jouer avec la pression, que même dans des moments difficiles, on a toujours su rebondir. Et voilà, à nous de le montrer encore demain. Demain, ça va pas être un match facile. Les 4 équipes peuvent encore se qualifier dans le groupe. Donc ça va être un match ouvert avec 2 équipes qui voudront gagner et que le meilleur gagne. Et si on se fie aux statistiques et aux propos du coach adverse, les confrontations algéro-ivoiriennes ont toujours été de haute facture. Autant pour l'Algérie que pour nous. Donc ça sera un match intéressant à suivre, même si l'autre match sera tout aussi électrique, puisque les 4 équipes à la veille de ce dernier match de groupe peuvent se qualifier. Et comme pour les premiers matchs, toute l'équipe aura le soutien de toute une population qui rêve d'un 3e sacre africain. Et pour prendre des nouvelles de notre équipe nationale, on retrouve sans tarder en direct de Douala au Cameroun notre envoyé spécial Saïd Flak. Saïd, bonsoir. Les Verts ont effectué ce soir une séance d'entraînement. Comment s'est déroulée cette séance? Est-ce que le moral est au beau fixe, Saïd? Bonsoir Sabrina, effectivement, et les Verts s'entraînent toujours ici au terrain annexe du stade Djapoma de Douala. Le moral est plus qu'au beau fixe, l'ambiance est vraiment détendue à la veille de cette rencontre donc capitale décisive face à la Côte d'Ivoire, où il faudra gagner absolument pour les Verts pour espérer se qualifier au prochain tour. Djamel Belmadi justement a longuement discuté avec les joueurs, il s'est réuni avec eux avant l'entame de cette séance. On imagine que le coach national a encore une fois remobilisé ses troupes, les incitant à redoubler d'efforts pour remporter cette rencontre donc attendue demain face à la Côte d'Ivoire et continuer de rêver et justement aller le plus loin possible dans cette compétition. Cette séance d'entraînement a vu la présence de l'ensemble de l'effectif, y compris Ademounez donc qui s'est entraîné le plus normalement du monde aujourd'hui avec le groupe. Djamel Belhamri était présent aussi à la séance.
Mais ce dernier sera absent demain pour ce match, lui qui souffre toujours d'une blessure musculaire et qui n'est pas à 100% de sa forme optimale. Pour les autres, Bedran aussi qui traînait une petite blessure contractée lors du premier match face à la Sierra Leone est totalement rétabli et devrait donc être d'attaque lui aussi demain face à cette sélection ivoirienne. Jamal Belmadi, on l'a entendu dans ce passage donc lors de sa conférence de presse ce matin, insiste un petit peu sur l'efficacité, cette efficacité perdue lors des 2 premiers matchs. Il espère, tout comme tout le peuple algérien, voir les coéquipiers de Riyad Mahrez marquer pour se qualifier au prochain tour, Inch'Allah. Merci Saïd Felak. Je rappelle que vous êtes en direct de Douala au Cameroun où se déroule en ce moment la Coupe d'Afrique des Nations et où jouera demain notre équipe nationale, son dernier match pour le premier tour, le match pour lequel ils joueront le tout pour le tout. Pour rappel, la Confédération africaine de football a désigné l'arbitre sud-africain Victor Miguel de Freitas Gomes pour diriger le match Côte d'Ivoire-Algérie demain à partir de 17h. Match retransmis bien sûr sur la première chaîne de l'EPTV et on leur souhaite bon courage. Voilà, c'était la dernière information de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée sur Canal Algérie.